Et bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Hugo Mifragi, je suis software engineer. Et aujourd'hui, on va attaquer la première vidéo vraiment technique de notre TL avec Effect. Le but de cette vidéo, c'est de créer un client HTTP pour aller taper cette API et récupérer la donnée sur les films. Et c'est tout. On va faire très simple. Le but, c'est de vous montrer en fait à quel point Effect arrive à monter le niveau en termes, d'attente avec, du retry si ça plante, avec, du timeout, avec tout ça. J'ai récupéré une API qui s'appelle IMDb API, qui est vraiment toute simple à utiliser. Ce qu'on va nous chercher à récupérer, c'est des movies. Il y a plein de filtres qu'on pourrait ajouter par la suite. L'URL qu'on va aller taper, elle est là, toute simple. Ça va être l'API, title et type movie. En termes d'output, on se retrouve avec une longue liste de films, avec l'ID IMDb, le type movie, euh, les titres, les images, les années de création, le temps en secondes, les genres qui y sont liés, les notes que ça a reçues, une description du film, et c'est tout. Chose à noter, c'est que tout en bas, on a le next total count, le total count qui est en fait le nombre d'éléments qu'ils ont en DB, et on a un token pour aller faire la pagination. On verra pour peut-être que sur la première vidéo, on fera pas l'implémentation, mais pour notre script, on va en avoir besoin. Le but serait de taper une fois ce endpoint là et boucler 10 fois. Et à ce moment-là, comme ça, je vais récupérer n dizaines ou n centaines de films pour la suite du processus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur la partie effect, enfin la partie VS Code. Donc là, on est sur la partie VS Code. On a, comme je vous le montrais, on a un gros monorepo avec l'API, le front et les workers. Pour l'instant, ils sont vides. Et on a côté package l'API contrat, la database, le domain, utils et nos workflows. Pour vous remettre un peu de contexte, database, on va retrouver tout ce qui est connexion ADB, les modèles et les repositories, donc ce qui interagit avec la base de données. Contract API, on va retrouver le contrat d'API utilisé pour le front et le back, qui puissent communiquer ensemble de manière toujours typée bout en bout. Domain, ça va avoir tous nos types. On va aller les brander, c'est-à-dire qu'on va, vous le verrez dans la vidéo, mais on va pas juste utiliser des types string ou number qui sont des types primitifs. On va aller un peu plus loin. Dans la partie utils, on va avoir nos clients. Donc c'est là où on va aller coder notre client HTTP. Et dans la partie workflow, c'est là où on va en fait assembler nos workflows qui seront run après dans notre app worker. Ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir utils. Donc dans utils, il y a comme un repo à part entière avec son package.json, donc ses dépendances, son tsconfig, son vidconfig, tout ça, tout ça. Le repo a été entièrement généré grâce à la CLI de Vite, pas de Vite, de Effect. Euh, du coup, voilà. Dans SRC, j'ai rien. Ce que je vais créer, c'est un IMDB client HTTP. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ce qu'on va définir, c'est donc une classe qui sera notre client. On va export une classe IMDB HTTP client. On va lui extend une classe d'effect qui est en fait un service. Hop. Je fais tout le boilerplate et je vous explique tout par la suite. Ça. J'importe effect. Et on n'est pas trop mal. On a encore une petite erreur, mais on va la régler par la suite. Si on prend juste cette ligne-là, qu'est-ce qu'on fait? On crée une classe qui est notre
client HTTP pour l'API. On extend d'effect. Le premier élément qu'on met entre les balises, c'est en fait, ça pourrait être une interface qui définit en fait le contrat de notre classe. En mettant la classe directement, ça va prendre en fait la définition des fonctions qu'on va exposer. Le tag ici, c'est pour l'injection de dépendance, c'est pour qu'effect s'y retrouve en interne. Et nous, là où on va coder, c'est ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on peut faire, c'est de se dire déjà, on va définir nos dependencies. C'est par là que vous allez définir l'injection de vos dépendances. C'est plutôt pratique et ça fonctionne plutôt bien. Donc ce qu'on veut, c'est, on va utiliser en fait effect platform. Effect. Souvent sur les comment ça s'appelle sur les docs npm, les comment ça s'appelle les documentations sont un peu plus fournies que dans les repos de chez Effect. Et ce qu'on va vouloir en fait, c'est avoir un fetch. Un fetch HTTP client, ce qui va nous permettre en fait d'aller consommer un certain endpoint. Si on regarde, là on a un exemple. C'est grâce à ça qu'il va aller taper le endpoint en question. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir que on injecte un fetch HTTP client qui est là. Hop, et je le vois pas, et il est provide à ce moment-là. Du coup, retourne dans le code. Tac. Et là, ce que je veux, c'est un fetch HTTP client. Oh, il m'a pas auto-complété ce que je voulais. Donc ça, on va le retirer. Et ce dont on a besoin, donc du coup, c'est un import HTTP client. Il fait n'importe quoi. Effect. Plateforme. Cool. Donc là, on a notre dépendance qui a été définie. La deuxième, en fait, c'est l'effect que va retourner notre classe. En fait, quand on va instancier IMD client HTTP, ça, ce que va nous retourner la classe, c'est un effect et des fonctions qui vont être exposées. Donc du coup, là, je définis l'effect, donc c'est ma classe, grosso modo, auquel je vais pouvoir accéder. Donc, je fais un effect gen, crée un générateur, je dis que c'est une fonction, et là, à ce moment-là, donc ce que je veux faire, c'est récupérer mon HTTP client, et pour ça, en fait, je vais utiliser la deuxième partie, deuxième étape de l'injection de dépendance avec, avec effect, c'est dire que je veux un HTTP client. Là, il y a un petit problème d'import, je vais réussir à le régler. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Il y avait des petits problèmes de parenthèse. Ok. De là, ce que je vais retourner, en fait, c'est un objet. Et c'est dans cet objet que je vais venir mettre les fonctions que je vais rendre publiques, comme dans un objet, quand je vais en fait instancier MDB client. Les fonctions qui seront retournées dans mon objet seront les fonctions publiques de ma classe. Ok. Maintenant, ce que je veux aussi, c'est pouvoir me dire, je veux charger depuis la config ma base URL.
Donc ce que je vais faire, c'est base URL config. Hop. On importe config depuis. Là, ce qu'on va dire, c'est que c'est un redacted ça me va bien. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que... Donc, config, c'est ce qui va gérer la configuration côté effect. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller lire nos variables d'env, ces choses-là. J'ai le choix, je peux typer à la volée en fait ce que je vais récupérer. Là, je lui dis en fait que c'est un redacted, mais c'est comme si c'était un string ou undefined, comme on le voit sur la définition. Ça permet quoi? Ça permet que si jamais, pour X ou Y raison, dans mes logs, dans ce que je retourne, dans ce que oui, dans ce que je retourne dans mes logs, jamais ma base URL apparaîtra. Si ici je fais en fait un console.log ou un effect.lol de base URL, ça va pas fonctionner. Quand ça va être affiché de manière offusquée. Enfin, non, pas offusquée, mais en gros, on pourra pas lire en fait l'URL. Ça permet en fait de protéger réellement vos secrets et de pas les laisser fuiter dans vos logs ou dans des choses comme ça. Ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, d'avoir cette protection-là. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'abord une implémentation dite naïve de la fonction qui va appeler le endpoint, sans forcément s'intéresser à la partie euh, sans forcément s'intéresser à la partie pagination. Je viendrai l'ajouter plus tard. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire ça, tout ça, ça dégage. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle call, enfin, je définis ma fonction. Pour l'instant, elle va rien prendre. Et ce que je vais définir, c'est que c'est donc une fonction HTTP clé. Donc, je vais récupérer mon client et je vais aller faire un get sur ma base URL. Si je me souviens bien, tac, si je retourne sur l'API, en fait, ma base URL sera http API imdb API.dev. Et il faut que je rajoute le slash title. Ok, donc là, en fait, si j'écris juste ce code-là et que je le run, ce que je vais avoir, c'est une HTTP response en retour, non typée, et aucune notion de timeout, aucune notion de retry, et aucune télémétrie à l'intérieur. Donc, autant je pourrais écrire ça, mais en fait, on aurait rempli même pas 10% du cahier des charges. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va définir un pipe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est je vais faire cette action-là, donc mon get, et à la suite de cette action-là, eh ben, je vais lister des actions à faire. Donc la première qu'on veut, c'est que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, non. Donc là, j'ai réalisé mon HTTP client. Ce que je vais faire, c'est que je vais
dans le pipe, c'est du ride programming, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va ajouter des actions à réaliser à la suite des autres. Donc, première chose que je veux, c'est désérialiser en fait ma réponse. Donc, je fais un effect zen. Donc ici, j'ai ma réponse. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire une réponse en JSON. Ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Premier, je fais le get sur title. Suite à ça, désérialise en JSON. Et là, ce que je veux ajouter, c'est une protection contre les timeouts pour pas en fait subir des aléas qui ne seraient pas qui m'incombent pas en fait, qui sont pas dus au code que j'ai écrit. Donc hop, je vais mettre 3 secondes. Donc juste avec cette ligne là, en fait, je me protège contre les timeouts que pourrait en fait avoir le service que je vais consommer, l'API. Si vous voulez faire la même chose en Node.js classique, ça va vous prendre beaucoup plus de lignes et ça va être beaucoup plus compliqué. Et l'autre chose que je veux, c'est qu'en fait, si j'ai une erreur, ben, je veux pouvoir en fait rejouer mon je veux pouvoir rejouer mon code. Enfin, rejouer ma logique. Là, j'appelle schedule, ça va me permettre d'aller chercher exponentielle 2000. Donc ça veut dire que ça va incrémenter de 1000 millisecondes à chaque fois. Et je lui dis en fait, tu vas me faire ça 3 fois. De manière exponentielle, il va redémarrer 3 fois. Et ben, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah, tant pis. Et la dernière chose que je veux mettre, c'est en fait je veux rajouter un span. Donc la span, c'est pour la télémétrie. Là, je vais pouvoir. Et on va pouvoir en fait lui passer un attribut pour que dans mon soft que j'utilise pour la télémétrie, bah, que je puisse avoir par exemple la base URL title. Là, c'est pas très intéressant parce qu'on passe peu de comment ça s'appelle, on passe pas de params. Mais si par exemple j'avais un endpoint by ID et ici j'avais des UID, bah, là ça deviendrait intéressant. On pourrait dire bah voilà en fait l'UID sur lequel ça a planté c'est celui-ci. En fait pour votre debug et pour comprendre ce qui se passe en production, bah, ça vous aiderait, tout simplement. OK, donc là on a en fait la version la plus naïve de notre fonction. On a une version naïve, mais qui est pas non plus si naïve que ça, parce qu'on embarque quand même en l'espace de signes de code, heu, une gestion des timeouts, peut-être que je vais mettre à 5 secondes, j'ai peut-être été un peu violent. Une gestion des retries et pour notre télémétrie, on a en fait un span qui va être ajouté. Donc on va pouvoir savoir ce call API, combien de temps il prend sur tout le process, s'il est en échec ou en success. Ce qui est plutôt une bonne chose quand vous avez des apps qui partent en production. OK. Là, il manque pour moi une dernière chose, c'est il va falloir qu'on aille désérialiser notre JSON pour qu'en fait on a un type de retour. Donc, ce que je vous propose, c'est faire un effet flatmap, data, ça on va le supprimer. On va aller voir
on va aller voir les résultats de l'API en fait. Donc là, on est dans la documentation de l'API. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer un exemple, le copier et venir en fait dans domaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier qui va être IMD. IMDB. IMDB tout court. Et dedans, je vais ajouter un fichier endpoint response. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est coller notre type. On va ouvrir ça sur la droite. On va créer un autre fichier qui sera response API type. Ok. Donc, ce que tout à l'heure en introduction, je vous parlais qu'on allait en fait pas utiliser des types primitifs, dits primitifs, mais qu'on allait brander et ajouter un peu de logique dans notre système de types. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire, ok, j'exporte un, donc pour moi c'est un IMDB ID. Et là en fait on va utiliser schéma d'effect. Et là on peut dire que c'est un type string. Là, sur nos quelques lignes, qu'est-ce qu'on définit? On dit que c'est IMDB est une string et qu'il est brandé comme étant un IMDB ID. Je pourrais aller plus loin. Je pourrais en fait dire, il doit répondre à tel regex et ces choses-là. Là, pour l'instant, on va pas le faire, mais ça pourrait être une manière pour moi d'améliorer en fait mon typing. Ce que je veux, c'est exporter un type aussi. Donc c'est pas la bonne manière de faire. Et donc là, ça donne imdb.type. Ok. Donc là, on a notre premier type qui est pour notre ID qui est fait. On a un deuxième qui est donc le type d'œuvre qu'on va récupérer. Donc on va l'appeler type. Voilà. Donc ça va être un mdb type. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un... Dans la documentation, en fait, si on y retourne voir, on peut choisir le type, et c'est en fait comme une sorte d'énum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir en fait un schéma.littéral. Et là, pour l'instant, on va juste mettre movie. Donc là, l'autocomplétion a fait n'importe quoi. Je m'en excuse. C'est un enfer. Là, il me donne quelque chose de pas cool. Ok. Quand on retournera sur la doc, tout en haut, on voit qu'en fait, on a tout ça qui est possible. Movie, time, TV série, TV mini-série, short, vidéo, vidéo game. Et en fait, ça vient au moment là. D'ailleurs, on voit que c'est en uppercase, majuscule. Oui. Ok.
On en rajouterait par la suite si je veux en fait pouvoir récupérer d'autres types d'infos pour d'autres types de création. Ok. On va. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est un primary title. Ouais, ouais. Donc là l'autocomplétion assez rapidement, elle a trouvé ce que je voulais, c'était simplement un type string avec une brand title. Il m'a trouvé l'original titre, title, primary title, original title. Donc ça, moi ça me plaît pas trop, ce que je veux en fait ça va être un... Et je vais découper ça en trois valeurs bien précises pour qu'on puisse en fait plus facilement s'y retrouver. Donc ça sera un... Donc c'est pour l'affiche. Donc on va dire que c'est const primary image URL. Et là on peut aller un peu plus loin, on peut dire que c'est pas forcément juste une string, mais que c'est un URL. Donc là bien sûr en fait, schéma d'effect fonctionne comme un ZOD, donc ça veut dire qu'on va avoir de la validation au runtime. Si l'URL qu'on nous envoie est mal formaté, on aura une erreur qui sera levée. Et on ne pourra pas en fait enregistrer des trucs en DB qui sont faux. Ok. Suite à ça, je vais avoir la même chose pour la width et pour la height. Ça y est, l'autocomplétion commence à réellement m'aider et pas juste me faire galérer. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dire, bah en fait, ici, c'est plus URL, mais c'est primary URL. Peut-être un peu vite parler. Continue à le brander, et donc du coup, en gros, ce que je dis, c'est que je représente en fait cet objet-là, hein, tout simplement. Là, pareil, ça n'a aucun sens. L'autocomplétion fait vraiment n'importe quoi. Ok, on a typé la moitié de notre... on a fait la moitié de nos types. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une start here. Je vais avoir un runtime en millisecondes, pareil. Pour genre, je vais choisir de le typer en string parce que je ne connais pas tous les types que l'API peut me retourner. Donc en attendant d'avoir un meilleur typage plus tard, quand j'aurai stocké en base de données tout ça, là, je vais me limiter juste à typer ça en fait comme étant une string avec une branch genre, pour pas en fait me mettre en difficulté dans mon code. Et ça pourrait valoir le coup de de tous les retrouver pour pouvoir en fait avoir quelque chose comme le littéral qu'on a défini plus haut, et d'avoir une définition propre de tous nos genres. Sachant que c'est quelque chose qui est fini, il n'y en a pas une infinité. Ça permettra en fait d'avoir de plus de connaissances figées dans la code base, et du coup plus de domaines métiers. Donc là en fait j'ai défini pour un genre, et je dis qu'en fait ça peut être un arrêt de genre. Que je type à genre avec AS. Voyelle. On va avoir le rating, donc l'aggregate rating, donc toutes les notes qui ont été apportées, number, et un vote count.
le renting qui est ça, et on va avoir un plot qui est de type string et de type random. Ok, là on a une version assez simpliste de notre primitive obsession. On pourrait en fait aller bien plus loin dans ce qu'on veut faire en disant, ben en fait, le plot il peut pas dépasser les 500 caractères en taille. L'aggregate rating peut pas dépasser 10. Bref, du coup, là, on pourrait aller plus loin. Là, dans cette version-là, on va rester sur quelque chose d'assez simple et progressivement, en fait, on va augmenter la complexité de ce qu'on produit petit à petit. Ok. Donc là, on a tous nos types qui vont représenter notre réponse. Du coup, ce que je peux faire, c'est dire que j'ai un const, j'exporte un endpoint response API. C'est une schéma struct, c'est un objet JSON que je récupère. Et là, il faut qu'on regarde ce qu'on a. Donc si on va tout en bas, on sait qu'on a un total count, qu'un number et un next page token. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà se dire, ben ça, je le copie. Donc lui, ça devient un schéma string et lui, ça devient un schéma number. Et la question, c'est est-ce que c'est typé comme étant un result ou non? C'est title. Et donc là, on a title qui est de type schéma array. De schéma struct. Et ce qu'on va faire, c'est que db data schéma struct. Et là, on va pouvoir alors, on a quasiment tout. Est-ce qu'on a Primary image, on l'a. Je pense qu'on a quelque chose d'assez fidèle. Painting, genre, runtime, start here, native 1. Origin title, primary title, type et ID. Donc déjà, on va pouvoir se supprimer ça. On n'en a vraiment pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tous les imports qui nous manquent. Et on va pouvoir dire que c'est un arrêt de ça. On va rajouter une petite virgule à la fin. Et on met un coup de linter. Et là, on dit que c'est donc total count. Avec ces deux fichiers, on a typé et sécurisé en fait ce qu'on allait recevoir de l'API. Et ça va nous permettre en fait de faire on va pouvoir décoder le JSON vers quelque chose qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser une des fonctions que qu'expose le paquet schéma, qui est le decode unknown. Donc là, on a créé des nouveaux fichiers. Ce qu'on va avoir besoin, en fait, c'est de faire un pnpm codegen. C'est un petit script fourni avec le monorepo d'effect, ce qui va auto-générer hop, tac. Donc, on fait un pnpm codegen, et ce qui va auto-générer et réécrire par-dessus
le fichier. Ce qui va nous permettre de quoi? De récupérer nos types et la réponse, la définition de la réponse à l'extérieur de notre package. Donc, je ferme mon package domain, je retourne dans mon package utile, dans mon HTTP client. Et ici, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un schéma point decode no. Et donc, decode no fonctionne avec du currying. Première valeur que vous allez mettre ici, c'est, j'ai oublié son nom, le endpoint réponse API. Donc c'est le type que vous allez décoder. Et à la suite, vous mettez ce que vous allez, la valeur, un no que vous allez désérialiser. Il n'a pas l'air de me trouver un client, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ça, et donc ça devient. Donc il va falloir que je fixe ma définition, si je me trompe pas. C'est bien ça. Donc ça va donner template, domain, IMDb. Donc là, il commence à me retrouver des choses. Et ce que je veux, c'est ça. Maintenant, en fait, si je regarde la signature de ma fonction, qu'est-ce qu'on voit? C'est que une fonction qui me retourne un effect. Donc un effect a 3 types. Le premier type qui est défini, c'est le type si l'effect est successful. Le deuxième type est le type s'il y a eu des erreurs. Et le troisième est le type qui sont les dépendances pour runner ce code-là. Et donc là, si on le voit, on voit bien que je retourne un objet qui a un title, qui est donc un read only titles avec mon objet qui va bien. Si je continue à scroller, j'ai le total account, j'ai le next token. Et là, si je continue à regarder, j'ai bien en fait, je vais avoir plusieurs erreurs que je vais devoir gérer par la suite, mais au moins je les ai à cet endroit-là. Et pour lui, il n'a pas de dépendance. La vérité, c'est qu'il a quand même une dépendance au HTTP client. Suite à ça, ce que je peux faire, c'est exposer ma fonction en fonction publique. Et voilà, on a fini notre endpoint. Et ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans 2 secondes pour pouvoir le tester. Nous revoilà après une petite interlude. J'ai fixé 2-3 trucs, préparé un petit script main pour runner et tester. Du coup, où on a été? On a notre classe IMP client HTTP qui est créée, qui extend d'un service. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On récupère par injection de dépendance notre HTTP client, notre base URL, et derrière, on a une fonction call IMDB API qui fait un call sur l'endpoint de l'API, qui récupère une réponse, qui la passe en JSON. Là, on a une data qui est un now. On va du coup faire un schéma decode on now vers le type qu'on a précédemment défini, et on lui passe la data pour qu'il fasse le transfert de type. D'ailleurs, on a un timeout de 5 secondes, un retry et un span pour notre OpenTelemetry.
J'ai préparé un petit main pour le tester rapido. Il est découpé en 3 parties. La première partie... Eh oui, hein. Donc, la première partie, on provide les dépendances dont on a besoin. Donc on a besoin de notre... on a besoin d'aller récupérer dans l'env nos variables d'env. On lui passe un contexte node aussi. Et après, on a notre fonction main qui est là avec, où on récupère en fait notre classe par l'injection de dépendance et on vient faire un appel à la fonction qu'on a rendue publique précédemment. Et on affiche suite à ça la réponse. Ici, le main il est en rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, à aucun moment dans le code qu'on a produit, on gère les erreurs. Ça, c'est pour moi une des grandes forces de FX, c'est que si vous ne gérez pas correctement les erreurs, il vous laissera pas build. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait, on ne veut pas gérer une config erreur de la même manière, par exemple, qu'un timeout exception, ou qu'une parse error. Donc dans votre logique, ça va vous demander des fois de faire peut-être du pattern matching, des choses comme ça, pour dire ok, si c'est telle erreur, je fais ceci, si c'est telle erreur, je fais celle-là. Mais ça va vous forcer à réellement gérer vos erreurs. Là où quand vous faites du try-catch, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Et du coup, on peut maintenant tester d'appeler le endpoint avec un npm dev main utils. Ça charge un peu. Et là, on se retrouve bien du coup avec différents films avec le plot, le genre, le ranking, tout ça. Et on n'a aucune erreur. Sachant que tout est vérifié au runtime au niveau des types. Donc ce qui nous permet d'être vraiment sûr de ce qu'on a reçu. D'ailleurs, quand je faisais mes tests off, plusieurs fois ça m'a pété au visage. Les modifications que j'ai apportées pour fixer ces erreurs, en fait elles sont toutes simples. Si je vais dans mon domaine, du coup j'ai toujours mon dossier IMDb avec IMDb réponse API. Les premières erreurs que j'ai eues en fait, c'était que des fois le runtime seconde, il n'était pas là. Donc quand c'est comme ça, en fait, schéma a un type qui est de type optional, il va faire en fait que runtime seconde, il peut être undefined. Pareil pour rating, qui est passé en optional. Donc en gros, une première fois ça a pété, il n'avait pas les secondes, la deuxième fois il n'avait pas la note. Donc j'ai fixé ça comme ça. Et dans les types, j'ai dû fixer un peu, j'ai dû rajouter des IMDb types. Donc maintenant on a movie, TV série, TV mini-série. Et je vais pouvoir en fait comme ça en ajouter au fur et à mesure quand ça a pété ou quand je les aurai tous à un moment donné. Et là au moins comme ça j'ai quelque chose de vraiment bien typé et qui fonctionne bien, quoi. Du coup, pour cette vidéo, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo où on va réaliser le client pour FXTI avec le package d'OpenAI. Le but en fait c'est de vectoriser les plots et je pense que en plus de la vectorisation des plots, peut-être que j'y mettrai le type si c'est un film, si c'est le titre. Enfin, je vais essayer d'y mettre plus de data pour voir si en fait ça améliore, vu que les plots sont vraiment pas très gros, voir si ça permet d'améliorer en fait la recherche vectorielle par la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si jamais t'es pas abonné, abonne-toi, like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.